Super. Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, donc, c'est qu'on commence. Donc, ce temps de travail, il va être séparé en 2 temps. Donc, un premier temps sous forme d'un petit webinaire, et puis ensuite un petit temps de création accompagnée pour que vous puissiez, c'est dans nos objectifs à la team, repartir avec un outil clé en main pour vos élèves. Donc, pour commencer, je vous propose un petit temps de réflexion. Vous pouvez aller sur wooclap.com et taper le mot de passe « Jeu mémorisé » ou scanner le QR code. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, à votre avis, qu'est-ce que le jeu a de particulier qui va en faire un bon outil de mémorisation, en fait? En quoi le jeu permet-il de bien mémoriser? Qu'est-ce qu'il a dans sa besace comme efficience pour que nos élèves apprennent? Et puis, pendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est qu'on présente la Team Ludens. Comme ça vous laisse le temps tranquillement de... Il faut que tu lances la question aussi. Là, pour l'instant, je vais comment on lancer fait? Ouais. Je vais lancer la question. Donc, la Team Ludens, c'est un collectif de profs qui a pour objectif de mettre les élèves aux manettes des apprentissages. C'est ce qu'on aime bien dire. En gros, on s'intéresse à tout ce qui est pédagogie active et surtout à ludification. C'est ce qui fait c'est notre noyau dur, en fait, qui nous rapproche. Et puis, là, on est plusieurs de la team aujourd'hui. Donc, moi, je suis prof de SVT dans un collège REP en Loire-Atlantique. Et donc, je m'appelle Ségolène Paris. Et puis, il y a aussi Manon. Donc, Manon Fouquet, je suis dans un collège dans l'Eure, dans Louviers. Je suis professeure de lettres pour les 4 niveaux de collège et référente pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Hop, j'envoie la balle à Fred. Et Frédéric Lissard, moi je suis professeure de SVT également en collège et seconde dans un petit établissement privé à côté de Peltre, à côté de nous. Et je suis référente élève à besoins particuliers également. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage sur le... Je vais arrêter le partage sur mon écran, sur l'onglet que j'avais, et puis je vais vous partager ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez eu le temps, du coup, de dire ce que vous pensiez des atouts du jeu pour mémoriser. Il y a encore beaucoup de retours. N'hésitez pas à mettre plusieurs mots si vous voulez. Fonctionnez plutôt par mots-clés, par contre, plutôt que par phrase. Donner encore un petit temps de réflexion. Donc vraiment, réfléchir, qu'est-ce que le jeu a de particulier, en fait, qui en fait un bon outil pour mémoriser? C'est vraiment... Puis si tu veux, Mathilde, elle vient de se connecter, comme ça, elle peut se présenter. Ah super, Mathilde. Mais Mathilde, toujours à point nommé, Mathilde, allons-y. Ou pas. Bonjour. Ah si. Non, je suis là. Bonjour à toutes et tous. Je suis impressionnée du nombre. Enchantée, donc Mathilde, Team Ludens, prof d'histoire géo, et qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Bonjour. Bonjour. Voilà, tu l'as dit, t'as tout dit. Toujours en retard. On revient sur le WooClap. Donc, si je regarde un petit peu ce que vous avez donné donc, comme élément important, donc le côté ludique, bon, ça paraissait être la première porte d'entrée, évidemment. Le statut de l'erreur, ça c'est quelque chose qui va nous parler dans la Team Ludens, puisque en fait, dans le jeu, l'erreur, en fait, elle fait partie du jeu et c'est ça qui permet de modifier ta stratégie pour avancer dans le jeu, gagner des parties ou t'ouvrir des nouveaux niveaux. Le feedback, l'idée de feedback est importante aussi, puisqu'on sait, la recherche en sciences de l'éducation nous a montré, notamment la méta-analyse de Hattic, en fait, le feedback qu'on va avoir après avoir fait une activité ou avoir travaillé une compétence, c'est un des meilleurs leviers pour favoriser les apprentissages.
Donc voilà. Alors d'encodage. Alors différentes formes d'encodage. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant. Effectivement, quand on va, alors moi je suis prof de sciences, donc le fonctionnement du cerveau, ça paraît simple. Voilà, mais sinon, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec le processus de mémorisation, en fait, le cerveau, il va enregistrer des informations et plus vous allez utiliser de sens ou de canaux pour enregistrer en mémoire, plus ça va faciliter cet encodage en fait dans la mémoire et surtout la récupération. En fait, c'est le principe de la Madeleine de Proust. En fait, oui, il va réussir à faire revenir beaucoup de souvenirs par une entrée, mais parce que en fait, il y a aussi la vue de la Madeleine, la relation affective à ce moment-là, et évidemment l'odeur de cette Madeleine. Les élèves sont acteurs. Oui, on sait aussi que pour bien mémoriser, il faut avoir envie d'eux, il faut vouloir. En fait, c'est une activité où le cerveau doit être engagé dans quelque chose. Donc, en général, pendant le jeu, l'élève s'engage. Donc, ça, c'est aussi un bon moyen. La motivation, évidemment, ça peut être, c'est effectivement un facteur important. Émotion, on va revenir sur l'encodage de tout à l'heure. Hein. Vivre des émotions, c'est aussi un facteur qui va permettre d'enregistrer en mémoire plus facilement. L'émulation, oui, il y a aussi le fait de vouloir gagner, d'être engagé dans une forme de compétition, alors avec vis-à-vis de ses pairs, mais aussi ça peut être parfois contre le jeu. Hein. Il y a des jeux coopératifs aussi. Ça va être très engageant, donc ça va favoriser les apprentissages. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voyez sur lesquelles vous voudriez revenir. Non, mais je pense que tu as déjà fait le tour de ce qui était mis. Hein. Ouais, par rapport à ce que je vois, je pense. Hop, donc je vais revenir sur le partage du support. Vous l'aurez le support, hein, ne vous inquiétez pas, on le mettra en lien avec le replay. Donc moi j'ai voulu relever deux types d'effets sur la mémorisation, enfin sur deux types d'effets positifs du jeu sur la mémorisation. D'abord, ce qu'on sait des sciences cognitives, donc comme on disait tout à l'heure, et c'est des choses que vous avez déjà relevées, hein, le fait de focaliser son attention, c'est un facteur de mémorisation. Le fait aussi, la mémorisation, elle se fait quand on distribue l'apprentissage avec des petits temps. Donc une partie d'un jeu qui ne dure pas trop longtemps, qui va être répétée régulièrement, ça va favoriser les apprentissages plutôt qu'une session par exemple, travailler pendant 1 heure de cours sur une notion. Ça va être moins efficient que de faire 3 ou 4 petites parties de 10 minutes sur plusieurs séances. Donc ça, le jeu peut intervenir à ce moment-là. Ça, on sait que c'est un bon effet sur la mémorisation. Le fait d'être motivé dans ou par l'activité et les différents sens, les émotions pour faciliter l'encodage. Donc ça, vous l'avez relevé. Et puis, je trouve aussi que c'est intéressant dans le jeu parce qu'il n'y a pas que le côté, ce que nous dit les sciences cognitives, mais tous ceux qui utilisent les jeux avec les élèves voient que ça a aussi d'autres effets sur la relation, en fait, plutôt de l'ordre des compétences psychosociales que autour des sciences cognitives. Donc, le fait de changer le regard sur l'école, ça, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, on voit souvent se révéler dans les jeux des élèves qui ne sont pas forcément très scolaires et qui vont du coup bien rentrer dans cette forme d'apprentissage un peu différente. Le fait d'avoir une activité qui va être adaptée à ses difficultés, c'est aussi facteur d'engagement pour l'élève. Vous savez bien, hein, c'est toujours mesurer l'écart entre ce que l'élève sait déjà et ce que l'on va travailler. S'il est trop grand, c'est décourageant. Donc là, avoir quelque chose qu'on va pouvoir adapter, ça va être intéressant. Le statut de l'erreur, vous l'avez évoqué tout à l'heure. La relation prof-élève, elle est intéressante parce que on avait parlé la dernière fois du lien de confiance. C'est une expression que je retiens et que j'avais appréciée aussi. Effectivement, un prof qui joue avec ses élèves, il va créer quelque chose qui est dans un ordre différent. Puis on va se décentrer forcément, hein, puisque en fait, quand les élèves vont jouer, nous, on va les accompagner, on va être des facilitateurs et non plus, ça va plus nous qui allons être aux manettes des apprentissages, ça va être les élèves. Et nous, on sera à côté d'eux. Et puis l'envie de gagner qui pousse à aller plus loin, ça, vous l'aviez déjà souligné aussi quand vous aviez fait le nuage de mots. Est-ce que par rapport à ces éléments-là, vous avez des retours, des questions, des commentaires à faire ?
Rien dans le chat. Eh ben, rien dans le chat. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. Ouais, on n'est pas très nombreux, on est 27, donc on peut ouvrir les micros s'il y a besoin. Oui. Ok, alors on continue si tout va bien. Alors, toujours, on le rappelle, hein, même si là, on axe vraiment sur les jeux on va vous proposer des exemples de jeux, mais surtout sur l'axe de la mémorisation, mais on ne peut pas ne pas évoquer le fait de toujours penser à respecter l'équilibre entre le ludique et le pédagogique. Puisque en fait, vous n'allez pas faire jouer vos élèves juste pour qu'ils jouent. En fait, l'objectif, ça va être vraiment qu'il y ait une phase qui va servir à la construction des connaissances. Alors, dans le cadre d'un jeu qui va juste servir en jeu de révision, on ne va pas avoir forcément besoin de cette phase d'institutionnalisation qu'on appelle le débriefing, puisque ce sont des notions qui auront déjà été vues par les élèves. Donc, ça sera simplement remobiliser des choses déjà vues. Mais le jeu, il va servir à mémoriser aussi, même quand il est utilisé dans une phase de découverte des notions. Et là, l'institutionnalisation, elle va être importante. Je prends un exemple. Là, mes stagiaires, elles font un mémoire sur le jeu pédagogique. Et elles ont utilisé, vous savez, elles sont en train de faire le recueil de données. Donc, elles ont fait une séance ludique, une séance pas ludique. Et on est en train de recueillir ce qui reste des élèves. Et en fait, c'est hyper flagrant, parlant, c'est impressionnant, les effets, puisqu'en fait, les séances ont eu lieu avant les vacances. Et les élèves avaient travaillé sur le jeu Biome. Peut-être certains, s'il y a des profs de SVT qui connaissent le jeu Biome. En fait, quand on regarde dans les évaluations, il n'y a rien qui est resté pour beaucoup d'entre eux sur les autres notions dans le chapitre. Les seules choses qui sont restées, c'est cette question qui ont été travaillées par le jeu Biome. Mais à la fin du jeu, vraiment, mes stagiaires, elles ont pris le temps de bien débriefer le jeu. Qu'est-ce qu'on a appris avec ce jeu? Qu'est-ce qu'on en retient? On formalise, on rédige quelque chose. On peut revenir aussi sur les émotions du joueur quand c'est un jeu qui est très impliquant, très engageant. Mais voilà, quand c'est un jeu que vous allez utiliser juste pour faire vraiment la phase de mémorisation, le débriefing va être moins important, mais on commence à mémoriser à partir du moment où on découvre une notion, on la comprend. Comprendre, c'est une des premières marches vers cette mémorisation. Et puis l'autre chose que j'aime bien dire, c'est qu'il ne faut pas maquiller une activité scolaire en mettant l'étiquette d'un jeu, parce que justement la relation de confiance là, elle va être un petit peu abîmée, parce que l'élève, si avant de rentrer, vous dites bon là on va faire un jeu, et puis finalement vous leur faites une activité qui n'est pas vraiment très ludique. Ils vont se dire ouais c'est le chocolat sur le brocoli, un petit clin d'œil à Charlie. S'il regarde les replays un jour. Voilà, donc ne pas faire attention à ça. Alors l'idée, c'était pendant ce webinaire de vous proposer différents jeux que vous allez pouvoir réutiliser, des jeux très simples, faciles à créer. On ne va pas partir sur des choses hyper complexes, on va prendre vraiment des jeux de base. Parfois certains en quelques clics ou quelques mots, ils sont réalisés et ils ont un effet assez intéressant sur les apprentissages. Tiens, Charlie, tu m'as tendu la perche, te revoilà. Donc, le premier exemple de jeu qui fonctionne bien, ce sont les dominos. On peut les adapter dans toutes les matières et à toutes les thématiques. Donc là, vous avez deux exemples. Le premier, c'est un exemple de Charlie, donc qu'on retrouve dans notre calendrier pour aller de l'avant. C'est un calendrier où on vous présente tous les jeux classiques qu'on a détournés pour en faire des jeux pédagogiques. Et donc là, il a fait un truc avec les monuments anglais. Donc ce sont des dominos, par contre, où il va y avoir une seule branche. En fait, c'est une série, souvent, pour ce genre de dominos. On peut trouver des moyens d'en faire deux. Par exemple, avec Manon, on avait réfléchi sur la question des chaînes alimentaires, où on avait fait un truc un peu plus complexe. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment quelque chose de linéaire. Donc, le côté ludique est un petit peu moins présent que dans un jeu de domino classique, où il va y avoir la stratégie qui va rentrer en jeu en fonction des pions qu'on a. Les élèves, vous leur dites on va faire un petit domino pour remettre en place ce qu'on a vu, ils sont partants. En général, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et puis l'autre, c'est un petit jeu que j'ai créé pour une de mes collègues dans le cadre des vœux de début d'année. En fait, je propose à mes collègues plusieurs trucs qui pourraient les aider à entamer l'année. Et il y en avait un, c'était une petite activité ludique pour te faire gagner quelques minutes de sérénité en classe. Et donc la collègue qui est prof de maths avait choisi un jeu, et donc je lui ai fait un domino, je lui ai demandé sur quoi elle travaillait, elle m'a dit les puissances, et hop, en quelques clics, le jeu était créé.
Donc ça, Domino, ça marche bien. Sur le calendrier pour aller de l'avant, vous verrez des exemples dans d'autres disciplines. Autre jeu, et c'est notre chouchou dans la Team Ludens, le Time's Up. Là aussi, très facile à créer. Donc le premier, c'est celui de Manon. Donc écoute Manon, si tu veux nous présenter ton Time's Up, je te donne la parole. Oui, si tu veux. C'est très simple. En fait, lorsque ça m'arrive, généralement une fois par semaine, j'ai mes élèves 2 heures de suite. Et soyons clairs, 2 heures de suite, je sens qu'au bout d'une grosse heure et demie, je commence à les perdre. Donc c'est ma petite carotte, on va dire. Ils savent que si on a bien avancé durant cette heure et demie, la dernière demi-heure, on fait un petit time's up avec que des termes littéraires, puisque je suis prof de français, donc ça semble logique. Ça peut être des titres d'œuvres, ça peut être des écrivains, ça peut être des figures de style, des conjugaisons, enfin bref, tout ce dont j'ai besoin, on va dire, durant l'année, je le mets dans ce Time's Up. On part au départ avec une vingtaine de cartes et j'en rajoute à peu près 10 toutes les 2-3 semaines. En fait, dès qu'ils ont terminé sur la demi-heure le Time's Up, c'est-à-dire donc faire découvrir à son équipe le plus de cartes possible en 1 minute, sachant que pour ceux qui connaissent le Time's Up, je ne fais que la première étape. Je pourrais faire l'étape avec un seul mot, mais généralement on n'a pas le temps. Et alors l'étape avec le mime, pour l'avoir déjà testé, ils miment tous les auteurs en train d'écrire, donc ça n'a que peu d'intérêt et c'est plutôt compliqué au final. Mais vraiment mon but, c'est de leur donner et surtout de mémoriser un maximum d'outils littéraires pour étoffer cette culture littéraire. Et généralement, notamment pour les troisièmes, c'est très utile pour la suite, pour le lycée. Ça leur permet finalement de très rapidement savoir faire le lien entre un auteur et son œuvre. Les figures de style, pour eux, c'est un calvaire. Et finalement, avec le principe du Time's Up, c'est plutôt pas mal. Et puis, mine de rien, au niveau des compétences de langage, leur apprendre à comment donner une définition la plus rapide possible avec les mots les plus précis possibles pour que... Oh, d'accord. Sarah, elle est en train d'enregistrer à son tour. Ok. J'étais perturbée. Donc, je sais plus où j'en étais. Enfin, bref. Ça me prend 1/2 heure, on va dire, toutes les semaines. Je le fais en 5e, 4e, 3e. En 6e, je le fais pas parce que j'ai pas le temps et généralement, je suis plutôt en retard sur mon programme. Et puis, en 6e, j'ai pas le souci sur ces 2 heures, cette demi-heure qui est plus compliquée. Voilà. Merci, Manon. J'espère que ça te va. Mais c'est parfait. Justement, j'allais revenir aussi sur les 3 temps du Time's Up. C'est vrai que, en fait, quand on fait les 2 autres temps, on perd en efficacité. Oui. Il faut toujours se demander, en fait, combien de temps j'ai pour faire ce travail-là. Et c'est un peu comme quand on fait une énigme sur un escape game. Si l'élève il passe 15 minutes à déchiffrer le principe du code, parce qu'en fait, vous avez écrit toute une page à décoder, c'est barbant au bout d'un moment. C'est ça. Donc là, c'est pareil. Le Time's Up, la première manche, elle est efficace, elle marche bien, elle remplit son objectif. Les suivantes, c'est un peu plus compliqué, quoi. Sachant que j'évalue une fois par période, c'est-à-dire qu'ils ont un questionnaire totalement classique avec définition et qu'à chaque fois, j'ai plus de 16 ou 17 de moyenne. Donc, c'est vraiment une note bénéf et surtout, je me rends compte finalement à quel point ça a fonctionné, quoi. Alors après, moi, je dirais que les autres manches, la seule fois où moi, je m'en sers en histoire, c'est quand je fais des personnages historiques. Parce que, par exemple, pour la Révolution française, les voir mimer ou chercher, quand ils disent « guillotiner », ouais, alors ça en fait quand même une tapée de personnes historiques, etc. Mais parfois, par exemple, mimer le jeu de paume, etc. Et ça les aide. Donc, pour les personnages historiques, personnellement, c'est la seule fois où je vais faire, pas forcément les 3, mais je vais en faire 2. D'accord. Et donc, l'autre exemple de Time's Up que vous pouvez voir sur la présentation, c'est un Time's Up que j'utilise en vie de classe. J'ai beaucoup investi le temps de vie de classe pour créer des activités qui me permettaient de... je sais pas trop comment dire. On va dire de ramener mes élèves vers un comportement d'élève et éviter que mes élèves se tapent dessus en permanence. Donc, voilà. J'ai souvent des classes assez difficiles. Et donc là, celui-là, c'est un Time's Up où il y a 2 équipes. Il y a équipe A et équipe B. Et l'idée, c'est de faire deviner
des comportements de métiers d'élèves qui vont te permettre de réussir. Donc, j'en ai mis seulement un petit extrait. Il y en a beaucoup, et donc ils viennent à mon bureau, je leur montre le truc, ils font deviner. L'équipe qui réussit à deviner en premier marque les points. Il y a 2 versions pour le jeu. Voilà, donc ça nous permet de refaire un petit point sur les essentiels. Donc là, on est moins dans l'idée de mémoriser, quoique, hein, j'ai quand même certains élèves qui, si tu leur demandes de faire la liste de ce qui est important pour réussir au collège, ils ont du mal à te sortir plus de 2 trucs, quoi. Ils vont dire, faut être sage, quoi, mais ça veut dire quoi? Voilà. Et c'est pareil sur le calendrier pour aller de l'avant. Donc là, j'avais mis l'exemple de Manon, mais on en a toutes partagé. Enfin, on utilise tous le Time's Up. Donc il y en a aussi en anglais, il y en a en histoire, il y en a plusieurs. Vous pouvez retrouver en fonction de vos disciplines. Et puis, vous voyez, le Time's Up, par exemple, c'est en 5 minutes, c'est créé, quoi. On peut même le faire créer par les élèves, leur demander à la fin d'un chapitre quels sont les mots importants qu'il faut retenir, et le jeu est créé, quoi. Donc, autre outil pour créer des jeux pour mémoriser, c'est l'exerciser Learning Apps. Alors, Learning Apps, il fait des choses qui sont pas très ludiques, mais il y a au moins dans la liste 2 qui sont assez engageants. Donc, il y a la course de chevaux et il y a le qui veut gagner des millions. Là, vous en avez 2 exemples. Les autres que j'ai mis en dessous, c'est des exemples d'activités qui vont être assez engageantes pour les élèves. De là à les appeler jeux, voilà. Voilà. Mais par contre, même si, enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure, on peut utiliser des activités ludifiées sans problème, même si c'est pas vraiment des jeux, mais il faut pas le vendre comme un jeu aux élèves, quoi. Faut juste leur dire, bah voilà, je vous propose une activité. Ça, c'est des activités qui sont engageantes, les élèves aiment bien, et c'est un bon moyen de mémoriser. Ils peuvent le faire de chez eux. Voilà, c'est pour ceux qui ont du mal à passer à l'écrit, bah là il n'y a pas, donc c'est pratique. Et je dirais que le plus de learning apps, moi, ce que mes élèves aiment bien, enfin voilà, j'ai un public où ils ont du mal à apprendre, c'est que c'est un learning app, c'est bien quand on entre dans les apprentissages, parce que le petit bouton bleu que vous avez en bas à droite permet un retour immédiat de savoir ce qui est juste et ce qui est faux. Donc, quand on est dans la phase encore d'apprentissage, etc., ils aiment, enfin, les miens en tout cas aiment bien, ils me demandent des learning apps quand ils sont au début d'apprentissage, et on va dire les jeux plus jeux, où il va y avoir de l'émulation, enfin voilà, etc., en fin d'apprentissage. Mais les learning apps, ils aiment bien parce qu'ils ont un retour immédiat. Ouais, ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur le feedback. Autre jeu qu'on aime bien, et là en termes de jeu numérique, Exerciser, c'est celui-là notre chouchou, hein. Le Word Wall. Donc, alors par rapport à tous ceux qu'on a présentés tout à l'heure, où on pouvait obtenir gratuitement ce qu'on voulait, Learning Apps, c'est totalement gratuit. Word Wall, ici, on a un petit nombre de jeux gratuits, et le reste est en version payante. Alors, je vais arrêter le partage pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas Word Wall, parce que vous en avez 5 gratuits, mais après, si vous créez des adresses mail, voilà, c'est ça. Hein, personne ne vous impose un nombre d'adresses mail personnelles. Et après, moi, Word Wall, c'est un jeu que mes élèves apprécient tellement que moi, j'ai souscrit à une licence, et c'est ma seule exception, licence payante de tous les outils que j'utilise professionnels. Donc, et les élèves adorent vraiment. Par contre, bien leur dire à chaque fois, mettez pas prénom et enfin moi je leur dis à chaque fois pas prénom et nom, c'est prénom et classe. Pourquoi il me remet en anglais? Tu vois, maintenant il me le remet encore en anglais. Parce que oui. Ah il m'a fait pareil la semaine dernière, on a eu le même. Faut vérifier régulièrement, ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont. Ouais. Donc je vous montre pour ceux qui connaissent pas, parce que voilà, c'est super engageant. Il l'a laissé en anglais. Non, ça leur fait réviser leur anglais. Voilà. Donc, les bons gestes pour l'hygiène en cuisine. Donc, tape sur la taupe qui présente des bons gestes. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui est fait tout de suite très jeu vidéo élaboré, quoi. C'est catharsique. Ça fait du bien. Donc, voilà. Donc, alors, plus vous allez... Donc, là aussi, on a le feedback immédiat, vous voyez. Et plus vous allez répondre vite, vous allez faire des combos après. Donc, évidemment, là, il y a fait des... Et dans les choses, dans les jeux qui fonctionnent bien, vous avez le tap-top, vous avez un Pac-Man qu'ils aiment beaucoup aussi. L'avion aussi, ils aiment bien l'avion aussi. Ouais, c'est ce que j'allais vous montrer, il y en a d'autres. Donc, le Pac-Man, c'est celui-là.
Donc, le Pac-Man, en fait, il y a une question qui est posée et vous êtes le petit personnage au milieu et vous devez vous déplacer en évitant les petits monstres pour aller à la bonne réponse. Voilà, tout ça, à chaque fois, c'est timé. Ça veut dire qu'il y a aussi le défi de... Et puis pour l'élève, il y a le classement qui apparaît. Et donc, du coup, ça vous permet de voir où vous en êtes. Donc, moi, mes élèves adorent faire la compète et ils se battent pour gagner. Donc là, il y en a un autre, c'est le train. Donc, ouais. Celui-là, il faut associer 2 éléments. Donc moi, j'aime bien l'utiliser pour les définitions en fait qui sont à apprendre en classe. Alors celui-là, c'est pas avec des définitions, mais Alors, Lauriane demande ces jeux sont faits en classe. Ça dépend. Il peut m'arriver de les amener en salle informatique, en effet, pour le faire en classe, mais ça m'arrive aussi très régulièrement quand ils ont des évaluations. Eh ben, je leur laisse, je leur mets quelques liens sur l'ENT et puis ça leur permet de s'entraîner. Tout à fait. Est-ce qu'ils voient leur progression s'ils tentent une deuxième fois le jeu? En fait, s'ils sont dans le classement, oui. Oui, ils voient. Et puis en plus, ils se souviennent du temps qu'ils ont mis. Hein, donc, oui. Alors moi, quand je les ai en salle informatique, le seul problème, je mets des gros guillemets problème, hein, que je peux rencontrer, c'est qu'ils sont capables de rester une demi-heure pour faire ce qu'ils appellent try hard le jeu, juste pour être en haut du classement. Et quand on leur met plusieurs jeux, généralement à la fin de l'heure, ils n'ont pas terminé du coup. Ouais, moi, je leur donne quasiment que en phase de révision. Et là, je voulais vous montrer le côté création, parce que c'est comme pour Learning App, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'est vraiment c'est fait en 3 clics. Vous voyez là, ce qu'il vous demande, c'est le titre. L'instruction, c'est ce qui va apparaître comme consigne. Et puis, vous avez les deux éléments associés et terminé, done, c'est fini, quoi. Après, vous avez des petits paramètres à régler, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment hyper vite à créer, quoi. Et ce qui est sympa dans les résultats, c'est qu'on voit qui a fait quoi. Et moi, par exemple, quand je leur donne à la maison pour réviser une éval, ça me permet de voir si les élèves se sont entraînés, et notamment pour ceux pour qui c'est compliqué, mais quand je vois qu'ils ont fait les jeux, je leur rajoute un petit point en plus, ou voire 2 si je vois vraiment qu'ils y ont passé du temps. Non, pas RGPD, c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait pas qu'ils notent leur nom en entier. Ils peuvent prendre un pseudo. Oui, on peut l'insérer dans les Geniali sans problème. Ça, c'est d'ailleurs même personnellement ce que je fais. Puis après, vous pouvez aussi, vous avez quelques petits paramètres que vous pouvez régler sur le nombre de niveaux. L'ambiance, ouais. Non, pas sans accès Internet, par contre. Non. Et alors, moi, en fait, je l'utilise beaucoup. Sur PC, Nathalie. Pas sur PC, je veux dire sur tablette et sur téléphone. Oui, on peut. Et après, c'est pas quelque chose d'obligatoire non plus. Enfin, moi, personnellement, quand je leur donne à la maison, c'est pas. Je punis pas ceux qui le font pas. Ouais, justement, plus, en fait. C'était ça que j'étais en train de dire. Moi, en fait, je leur mets à disposition un pad à la fin de chaque chapitre avec plein de jeux, en fait, pour réviser les différentes notions qu'ils ont vues. Donc, ils ont la leçon. Et s'ils veulent, ils ont ces activités-là un peu plus engageantes pour réviser. Donc, j'ai des élèves qui s'en servent pas du tout, qui utilisent que les flashcards, ou même pas du tout. Certains, ils apprennent juste la leçon, voilà. Il y en a qui utilisent les flashcards parce que c'est leur façon d'apprendre, et il y en a d'autres qui jouent. Et ils font comme ils veulent, en fait. Qu'est-ce qu'on fait des élèves qui n'ont pas d'ordinateur à la maison? Nous, ils ont accès à des ordinateurs en salle d'études. Donc, ou au CDI, nous aussi, ouais. Et c'est accessible depuis un téléphone. En général, à la maison, il y a au moins un outil numérique. Alors, pas d'ordinateur, mais il y a un téléphone dans la salle. Alors, personnellement, j'ai la chance d'avoir des PC dans ma salle de classe. Donc, comme ils sont en semi-autonomie, s'ils ont fini une activité, etc., ils peuvent aller sur le PC et se mettre... ils allument Pronote et hop, ils y ont accès. Enfin, Pronote, illico... Alors, autre type de jeu, du coup, qui permet de mémoriser tout ce qui va être forme de quiz. Donc là, pareil, quand on parle de l'équilibre ludique pédagogique, on va être dans quelque chose qui va être un peu moins ludique. Quoique, par exemple, Kahoot, il a quand même une forme qui est...
qui va être super engageante, hein. Il y a un chrono, donc le fait d'être pressé par le décompte. Il a un visuel qui est assez sympa. Après, c'est pareil, là, on est limité un petit peu en termes de nombre de participants en même temps. Et sinon, vous avez d'autres exercisers, Agora Quiz, Plickers, QCM-Cam. Vous en avez plusieurs que vous pouvez utiliser. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux élèves. Fred, tu peux peut-être parler d'Agora Quiz parce que vraiment, tes élèves, ils sont addicts. Ah oui, moi, mes élèves, ils sont addicts d'Agora Quiz que j'ai découvert il y a 2 ans. C'est un peu plus ludique, effectivement, que Kahoot parce qu'ils peuvent déjà se déterminer Un avatar. Merci, un avatar, effectivement, quand ils arrivent. Et puis après, ils jouent, alors, ou ils jouent tout seuls pour gagner des points, ils cumulent des points quand ils donnent des bonnes réponses. Évidemment, ils ont le feedback immédiat. Et quand ils créent des questions, c'est ça qui est super intéressant sur Agora Quiz, c'est que les élèves peuvent proposer les questions qui vont être mises en jeu. Donc évidemment, je valide les questions quand elles sont bien orthographiées, quand le contenu est correct, etc. Elles rentrent dans le jeu et le nom de la personne qui l'a créé apparaît. Donc évidemment, ils sont très contents de voir leurs questions qui entrent en jeu. Et là, ils m'ont encore redemandé. Il y a plein de nouveautés qui sont apparues là dernièrement sur Agora Quiz. Des questions à choix multiples, des oui/non, on peut mettre des photos, on peut mettre des maths, on peut mettre des formules mathématiques, on peut mettre, il y a plein de nouveautés. Et moi, ils sont vraiment là, ils sont vraiment accros. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a tous les retours du pourcentage de bonnes réponses, du pourcentage de questions, on pourrait y passer des heures à analyser tout ça. Et j'avoue que moi, ouais, et on peut faire aussi jouer les classes les unes contre les autres. Ça, c'est assez sympa. Et ils peuvent aussi défier le prof. Je crois que ça leur plaît aussi. Oui, bah voilà, moi j'ai un profil élève, donc ils aiment beaucoup me jouer contre moi. Voilà. Et bon, voilà. En collège ça marche bien, au lycée c'est un petit peu plus compliqué. Pour mon expérience. Ok. Tu vois, moi j'avais envie de lancer avec mes troisièmes l'année prochaine, mais en troisième ça marche encore? Ça dépend des classes. Cette année j'ai beaucoup moins de succès qu'avec ceux de l'année dernière. Donc ça dépend vraiment des élèves. Mes quatrièmes de cette année sont super accros, les cinquièmes aussi, les sixièmes ont un peu plus de mal à rentrer. Ça dépend vraiment des années et du groupe classe. Ouais. Et ça devient payant, c'est ça? Alors non, il y a une version gratuite avec des fonctionnalités limitées. Ça reste gratuit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la version bêta qui existe actuellement va disparaître pour passer en version officielle à partir de la rentrée. Et on peut, alors il y a une version payante, c'est pas très cher, hein, surtout quand on s'inscrit quand on fait son compte avec une adresse académique, je sais plus, je veux pas vous dire de bêtises, c'est 40 ou 50 € par an l'abonnement, c'est quand même un peu conséquent. Il y a une autre solution, c'est de faire un don en fait pour aider au développement de l'application. Et ensuite, en ce qui me concerne, j'ai fait un don et maintenant je suis premium à vie. Donc c'est assez confortable. Pour l'équivalent de 2 ans d'abonnement, ça fait déjà 2 ans que je suis dessus, donc j'ai rentabilisé quoi. Et puis il y a aussi des collègues, moi, qui m'avaient dit que pour Wordwall, mais du coup ça doit être pareil pour Agora Quiz, hein, ils avaient demandé à ce que ce soit l'établissement en fait qui prenne en charge la licence. C'est faisable, oui, il y a des licences établissements. C'est un outil pédagogique. Enfin, même une licence qui avait été prise par une enseignante à titre individuel, hein. Elle avait demandé à ce que son établissement lui rembourse sur facture. Ah bah oui, pourquoi pas. Puisque en fait, c'est un outil qu'elle utilisait pour ses élèves et que donc, au même titre qu'un manuel en ligne ou quoi, l'établissement paye. Voilà. Tout à fait donc, ça peut être peut-être une piste. Puis Wordwall, on peut très bien imaginer un seul compte établissement avec des dossiers par enseignant en fait. Ouais. Oui, oui. Et puis, même c'est tellement rapide qu'on peut même créer des activités pour des collègues. Ouais. Enfin voilà, moi, si mon collègue de SVT il veut en créer. Et puis sur Wordwall, vous pouvez aussi retrouver, il y a une bibliothèque de jeux déjà créés que vous pouvez utiliser. Si vous avez atteint votre limite de 5, vous pouvez aussi chercher de ce côté-là. Pareil, sur Agora Quiz, on peut profiter des questionnaires déjà faits par les collègues pour éviter. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit mes élèves qui créent les questions. Pour eux, c'est encore plus formateur du coup pour mémoriser. Et puis en général, quand ils vont créer les questions, ils se rappellent bien des notions. Et puis ce que j'aime bien, c'est réutiliser les questions qui sont sur Agora Quiz avec lesquelles ils s'entraînent
ensuite en interlocuteur en classe. Voilà, parce que du coup, un jour, il y en a qui m'a dit, mais madame, c'est pas du jeu, les questions que vous posez là en classe, elles étaient sur Agora Quiz, il faut les réponses. Ouais, c'est un peu le but d'une interrogation. Donc, ça mémorisé, c'est bon, je suis contente, toutes ces notions. Du coup, ça remotive d'autant plus, comme ils savent que derrière, certaines questions vont être prises. Voilà. Et pour l'histoire du RGPD, j'avais proposé à mes collègues en fait, j'impose un code début du nom de famille et du prénom avec l'année à mes élèves en début d'année, ce qui fait que j'ai des listes d'élèves avec les codes, je les transmets à tous mes collègues en début d'année et les collègues réutilisent également Agora Quiz, ce qui fait que l'élève a un seul code pour se connecter et c'est pas plus mal. Comme ça, on sait exactement que c'est l'élève. On peut aussi donner un code numéroté. Faut vraiment pas s'inquiéter sur ça. Tu mets par exemple 5 si c'est un 5e, 1 si c'est la 5e 1 ou la 5e A, et puis après 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 24, et tu as tes élèves, et tu peux le retrouver facilement dans la liste. Voilà, il faut vraiment pas hésiter. Faut pas s'embêter avec ça. Oui, faut juste qu'ils mettent pas des choses qui puissent les identifier. Et puis après, vous savez que RGPD, vous pouvez aussi décider d'utiliser un outil qui n'est pas RGPD tant que les familles sont prévenues. C'est-à-dire que si Agora Quiz là vous semble être un outil intéressant et que vous voulez que l'élève mette son nom, son prénom, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que ça figure au registre RGPD et il faut que vous en ayez informé les familles. Mais bon, sur ce genre d'outil, je pense que c'est plus facile sur Agora Quiz que par exemple de demander sur WordWall. Vous voyez, je pense qu'un parent avec Agora Quiz, il va vraiment voir le côté pédagogique et il va pas trop questionner, quoi. WordWall, c'est un peu, ça dépend des parents. Il y en a qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait la prof? Je voulais avancer aussi en faisant un petit temps qui est toujours important, de toujours réfléchir à comment on intègre le jeu dans la séquence. Tout à l'heure, on parlait de l'équilibre entre le ludique et le pédagogique, ne pas se perdre dans le côté ludique. C'est aussi important, comme toute activité, en fait, de réfléchir à quelle place vous allez lui donner dans votre séquence. Ça doit répondre à des objectifs, ça doit permettre aussi un équilibre dans le travail en groupe, numérique, pas numérique. Et pour ça, si vous voulez, il y a la ludofiche qu'on avait rédigée dans la team que vous pourrez retrouver ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut mettre le... Jamais. Et du coup, donc cette ludofiche, elle rappelle en fait, si vous n'avez déjà pas du tout utilisé le jeu en classe, ça peut être intéressant de partir de ça. Ça vous permettra de poser les choses et de vous projeter dans l'utilisation du jeu. Si vous avez l'habitude, ça va peut-être pas vous apporter grand-chose. Du coup, on va avoir un petit temps. Vous voyez, il nous reste un peu plus d'un quart d'heure. Avant de vous laisser poser vos questions, je vous propose le game over avant. Je vais faire les choses dans le désordre. Juste pour vous dire que sur ce visuel-là qui sera sur notre site, donc le site Team Ludens, vous le retrouverez en cliquant sur notre logo et en allant dans webinaire. Vous avez après les liens vers tous nos réseaux sociaux. On a un groupe Facebook de la Team Ludens, mais on a aussi, on est plusieurs à animer des groupes disciplinaires, et puis vous nous retrouverez aussi sur Twitter. Voilou pour la présentation, et du coup, à vous pour les questions sur le jeu en général, sur les exemples qu'on a donnés. Allez-y, n'hésitez pas. Vous avez 4 utilisatrices du jeu en classe pour vous répondre. 5, il y a Caro aussi, je l'ai vu dans le chat. Non, et Caro, elle nous a dit qu'elle est là, mais pas là. Coucou, voilà. Caro. Voilà, elle est quand même là, elle répond et tout. Reste concentrée, Caro. Voilà, c'est ça. Ne te détourne pas de ton objectif pédagogique. Alors, est-ce qu'il y a des questions, que ce soit sur notre utilisation des jeux, sur les outils? Est-ce que vous avez, vous, des outils à nous faire partager? Parce que des outils, on a des tonnes, hein. Il y en a plein qu'on n'a pas cités. Il y a Quizlet, BG Maker. Voilà. Moi, j'aime beaucoup jouer aux jeux de famille avec les élèves. Et il y a des collègues qui partagent la pédagogie active en sciences, qui partagent des super jeux de famille.
en SVT ou en physique pour réviser qui sont juste compliqués. Ouais, tu vois, par exemple, Catherine demande comment on peut faire sans ordinateur ou sans tablette. Je sais pas du tout. C'est Hélène. C'est qui, ça? Hop, coupé. C'est bon, j'ai. Ah, je suis trop forte, moi, ce jeu-là. Pardon. Il y a des jeux avec des cartes, Catherine, que tu peux utiliser. Donc les dominos, tout à l'heure, on en a parlé. Il n'y a pas besoin d'ordinateur. Là, Fred Time's te parlait up, il n'y a pas besoin. voilà, les 7 familles, ça marche bien. Alors, ce qu'il faut faire attention pour les 7 familles, c'est de pas que l'élève se contente pas en fait d'appeler le numéro dans la famille. Parce que sinon, en fait, il retient pas aussi bien que. Ceci, il dit, oui, il faut dire ce qu'on s'y cherche. Hop, c'est bon, j'ai fait. Il y a plusieurs façons pour le. Et j'expulse. Hop. Ah ouais, direct. Alors, Manon. Pour le 7 famille, il y a plusieurs façons de le faire. Soit chaque fois qu'un élève a constitué une famille, tu peux lui faire noter en fait les éléments de la famille. Donc moi, c'est la solution que je n'aime pas parce que je trouve que ça coupe le jeu. Mais c'est une solution qui est utilisée par des collègues et je trouve qu'elle est intéressante aussi à mentionner. Et l'autre possibilité, c'est de mettre une question sur la carte. Et pour obtenir la carte, il faudrait bien répondre à la question. Ouais, ça, ça fonctionne bien. Ouais, si tu réponds mal, le joueur qui a la carte te donne la réponse. Donc en fait, au tour suivant, après, tu vas pouvoir t'en souvenir plus facilement. Moi, j'ai des élèves qui avaient créé ça parce que je fais généralement en 5e, j'ai une séquence où ils doivent créer à la fin un jeu de société sur le thème de la chevalerie. Et j'avais le groupe de l'atelier échecs dans ma classe et ils avaient décidé de créer un jeu d'échecs Roi Arthur et où pour déplacer les pions, il fallait justement répondre à des questions. Et ça fonctionnait super bien. Ouais. Moi, ils sont actuellement beaucoup dans le cocotte de mémorisation, mes élèves. En ce moment, voilà, on fait des cocottes et puis ils jouent à 2 ou 3 et ils aiment beaucoup ça. Les miens aussi en 6e sont à fond dans les cocottes cette année, alors que je propose tous les ans des cocottes et cette année, c'est la mode des cocottes. Elles sont revenues. Faut que je me mette aux cocottes, moi. C'est top, ça, Audrey. Tu peux nous expliquer un triomino de conjugaison, ça doit être sympa. Oui, bonjour tout le monde. Donc en fait là, le triomino, c'était un projet final sur mes 5e. Donc moi, je suis en espagnol. Et ils devaient créer ce jeu pour leurs camarades. Donc du coup, ils ont dû mobiliser les pronoms personnels sujets, la bonne terminaison. Et bon, ça a été assez fastidieux au départ, mais j'ai trouvé un site qui nous permet de les générer rapidement. Donc ça, c'est sympa. Si vous voulez, je vous mets l'adresse dans le chat. Oui, je viens découvrir ça il y a très peu de temps. Et du coup, ils sont super emballés. Au départ, je n'avais pas mené l'activité avec le site internet. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé. Et du coup, là, depuis que je leur ai montré ce que ça donnait, ça les a motivés et ils m'ont tous renvoyé leur liste de verbes. Voilà, c'était vraiment assez sympa. Donc, je recherche tout de suite l'adresse et je vous la mets dans le chat. Ouais, n'hésitez pas comme ça, quand vous avez des outils que vous avez trouvé super pertinents, de les partager sur les groupes Facebook, sur le groupe de la Team Dance. Alix, je t'ai mis un exemple pour les cocottes. Enfin, moi, je sais que c'est un peu de ma génération où on faisait les trucs avec, fallait choisir une couleur, un chiffre. Ah, tu es trop belle. Voilà. Enfin, bref. C'est avec un intérêt pédagogique en plus, là. Et moi, ils aiment vraiment beaucoup. En fait, je leur mets, ils ont un petit gage. Ils se sont mis l'an dernier à faire des petits gages quand ils savaient pas mais des gages gentils. C'est-à-dire que je vérifie les gages avant. Mais quand ils n'y arrivent pas à répondre à la question, etc. Et ce qui fait que ça les engage encore plus. Émilie, est-ce que tu as essayé, parce qu'Émilie demande si on a réussi à faire des cocottes en papier réutilisables. Elle nous a dit qu'elle les a plastifiées, mais que c'est trop rigide. Est-ce que tu as essayé en les glissant dans une pochette plastique? Parce que ça va être beaucoup moins rigide que du papier, de la plastification. Et si tu plies ta cocotte alors qu'elle est glissée dans ta pochette en plastique, tu devrais pouvoir y arriver. Ah, tu penses que ça se... Ah, faudrait tenter, ouais. Ou en utilisant éventuellement du Bristol. Du papier couvre-livre, oui, du Bristol ou du papier couvre-livre, du plastique couvre-livre autocollant. Ah ouais. Ça doit pouvoir fonctionner. Faudra que je teste. Sinon, il y a aussi la possibilité d'utiliser, tu sais, ce qu'on utilise pour faire les bivraps, les couvercles en plastique réutilisables, vous voyez, pour éviter d'utiliser du cellophane.
C'est une espèce de cire, en fait, que tu vas mettre sur un tissu. Mais là, peut-être que sur le papier, ça peut fonctionner. Et là, on peut plier facilement. Paraffine. Merci, Mathilde. Et ça peut être en cire d'abeille aussi. Oui. Donc, Alors, voilà. Lauriane demande, j'ai du mal à faire des jeux en découverte de séquences. Un domino, par exemple, comment l'élève associe-t-il les bons éléments s'ils lui sont inconnus? Eh ben, si le domino est bien conçu, l'élève n'arrivera pas jusqu'à l'arrivée si les éléments sont mal mis ensemble. Mais c'est vrai que dans le cas d'une découverte d'une notion, ça va être plus compliqué le domino. Il va plus intervenir pour réviser quelque chose qui a déjà été vu. Par contre, le set famille, il s'y prête bien pour découvrir une notion. Parce que là, si la réponse est fausse, comme l'élève va donner la bonne réponse, du coup, l'élève va l'intégrer. Le time's up aussi, parce que si l'élève ne connaît pas la notion, mais qu'il y a d'autres élèves qui connaissent la notion, ça peut être intéressant pour lui de les découvrir. Après, dans les petits jeux qu'on a proposés, c'est surtout des jeux pour mémoriser, donc dans l'idée de pas de découvrir une notion. Il va y avoir d'autres jeux qui vont être plutôt utilisables que les dominos, effectivement, si l'élève ne connaît pas. Non, mais par contre, tu vois, dans découvrir une notion mémorisée, ce que je partageais l'autre jour, mon fameux élève là, qui avait révisé avec Agoractus pour l'interro, et dans l'activité, parce que forcément, quand il révise sur un thème, il profite des questions des années d'avant. Et dans l'activité, on parlait des 10 000 litres d'eau pour la fabrication d'un jean. Et l'élève avait eu la question, elle est revenue dans l'activité l'activité en classe. Il m'a dit, mais madame, c'était dans le Goratus, ça. Donc, il l'avait reçu. Donc, quelque part, on y est aussi. Bah, avec le feedback immédiat, forcément, ils ont... Voilà. Il y a le double aussi, je sais plus avec qui, ça devait être avec Aude Milon qu'on parlait de ça. En fait, elle a utilisé le double. Donc, le double, c'est un jeu où il y a plusieurs ronds avec des images dessus et il n'y a qu'une image en commun. Et donc, il faut citer l'élément en commun pour remporter le pli. Et elle l'a fait avec des choses qu'elle connaît, enfin des mots que les élèves avaient pas forcément retenus. Normalement, c'était juste pour mémoriser. Mais en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'au milieu de la table, elle avait remis en fait le nom des éléments de façon à ce qu'un élève qui a oublié ou qui découvre puisse quand même jouer au jeu et du coup s'approprier très rapidement le vocabulaire. Un peu comme la différence quand on fait un escape game de découverte ou un escape game pour réviser les notions. C'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition les éléments dont ils ont besoin pour réussir le jeu. C'est ça. Oui, Charlie en plus a partagé un double, un générateur de double. C'est multi-safe là ou je sais pas quoi, non? Non, justement, un autre, il en a créé un parce qu'il n'aime pas, tu sais, la mise en page de l'autre. Tu vois bien Charlie avec sa mise en page. Voilà. Donc, il en a créé un autre. Il suffit de remplacer, en fait, les c'est sur Canva, non? Ouais. Ouais. C'est Canva. Alors, il y a un truc qui est sympa aussi. Alors, il l'a mis aussi sur le site Team. C'est sur It's English O'Clock et sur ouais, je le mets. Voilà le site de Charlie. Et oui, moi, une fois, je m'étais loupée comme ça en préparant je voulais faire des flashcards à mes élèves et je m'étais loupée dans ma mise en page. Du coup, ils ont fait un memory. Mais ça marche super. Et ça a super bien marché. Et puis, faire memory ou flashcard, ça va très vite, en fait, puisque c'est la même... Et c'est pour ça, quand tout à l'heure, je disais que, en fait, ces petits jeux-là, ils ont l'intérêt de pouvoir distribuer l'apprentissage. Là, ça peut être un petit rituel, en fait, dans la séquence. Dans la séance, par exemple, on peut commencer par une minute, ça dure une partie peut durer 5-10 minutes, hein, et du coup, le répéter au cours du chapitre. Et là, en termes de mémorisation, on est au top de ce qui est intéressant, quoi. Bah tiens, Anne, justement, sur le site de Charlie, là. Alors, le générateur de double, pour Canva, je sais que c'est pas testé. Alors, c'est pas vraiment un générateur de double dans le sens où tu dois pas rentrer tes images et il te crée pas le double, mais par contre, il y a une trame et en fait, c'est toi juste, tu as échangé les images avec les pastilles de couleurs. Ah, Caro dit que ses élèves, avec des flashcards, avaient les cartes et ont créé leurs propres règles du jeu et que ça fonctionnait très bien. C'est une très bonne idée, ça. Alors, les miens avaient détourné, l'année dernière, ils avaient détourné Biome. Une fois que la partie Biome avait correctement été faite, ils ont détourné Biome en cette famille. Et ça marchait super bien aussi.
Avez-vous d'autres d'autres questions? Bah, il n'y a pas l'air. Non. Bon, alors ce qu'on peut faire peut-être, Manon, on peut arrêter l'enregistrement. Alors, Et attends, puis on va passer à la partie création. Et puis on va vous aider, peut-être pas. On vous a peut-être même pas besoin d'aide. On va être là au cas où. Et on va continuer à échanger et puis à s'inspirer les uns